À deux doigts d'y rester sur le toit du monde, je reçois Jonathan Lamy et Michel Viseau aujourd'hui dans Le Sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le Sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, le podcast qui vous emmène à la rencontre de ceux qui l'ont trouvé. Aujourd'hui, je suis avec deux personnes qui ont trouvé du sens dans leur vie. Michel Viseau, Jonathan Lamy, deux alpinistes, himalayistes, titrés et qui ont vécu une année 2021 riche en rebondissements, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Je te le confirme. C'est le dernier épisode de l'année. Et oui, déjà, et c'est pour cette raison que je vous emmène dans le grand froid, vers les sommets, dans la neige, parce que c'est un peu la saison, n'est-ce pas? On est en plein dedans. Et en plus, si on regarde bien, vous voyez à la caméra, si vous nous regardez sur YouTube, il y a de la neige qui tombe pas, mais en tout cas, j'ai dû me garer un peu loin parce que j'ai pas réussi à monter jusqu'ici, puisque nous sommes dans le pays de Gex, en altitude. Donc voilà, ce sera le sujet d'aujourd'hui, l'altitude. On va parler Himalaya, Everest et autres sommets. On va parler risque, effort et évidemment sens de la vie. Mais si vous avez cliqué pour voir cet épisode, eh ben, c'est peut-être parce que vous avez vu ce titre accrocheur à deux doigts d'y rester. Oui, messieurs, vous ne le saviez pas, mais c'est le titre de l'épisode. Alors ce n'est pas pour rire que j'ai intitulé cet épisode comme ça, puisque Michel, ici présent, a eu très peur cette année. Il va nous raconter en quoi son Everest 2021, qu'il tentait de gravir pour la 3e fois, aura été un moment des plus marquants de sa vie. Michel était déjà venu derrière mon micro en début d'année et il nous parlait de son projet. Il va pouvoir débriefer maintenant. Voilà, il a fait le début du sens et là, on est à la fin de la première année. Jonathan, lui, tenté pour la première fois ce plus haut sommet du monde en 2021 et il ne s'est pas arrêté là. Il va nous raconter ce qui s'est passé pour lui, peut-être d'autres sommets aussi. Les garçons, bienvenue dans Le Sens, je suis ravi de vous recevoir. Merci Vince. On est ravis d'être là. Il faut savoir qu'on est chez toi, Michel, donc si tu es ravi d'être chez toi, je suis très, très heureux. Je me sens bien chez moi. Ça tous ensemble, sans défaut. C'est parfait. On commence sans plus attendre. C'est la première fois qu'on fait une interview à trois dans Le Sens et c'est pour une bonne raison puisque vous avez tenté l'ascension de l'Everest ensemble cette année, donc ça faisait du sens que vous soyez tous les deux là pour qu'on puisse éventuellement confronter vos expériences. C'était la même chose, la même expé, le même voyage et pour autant vous avez vécu des choses qui n'ont rien à voir. Donc on va commencer avec l'interview pitch jingle. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir avec l'interview pitch. Alors c'est parti pour cette interview pitch. De quoi il s'agit? Eh bien, on va faire le pitch de votre film de l'année, à tous les deux, pour que toi, l'auditeur, tu saches exactement de quoi on parle et qu'on puisse aller un peu plus loin dans cette interview assez vite. Donc, afin de mieux vous connaître, je vais vous demander de vous présenter en 1 minute 30 chacun, en me résumant votre Everest 2021 en quelques phrases. Et on commence avec la première interview de cet épisode, juste après. Michel, tu veux commencer? Bah, écoute, tu me laisses pas le choix, donc je vais commencer. Ouais. Je t'ai posé la question. Écoute, ça a été un Everest un peu particulier pour moi. Ça avait très bien commencé, très bonne équipe. J'étais notamment avec Jonathan et d'autres membres de l'expédition. Le premier mois fut idyllique. On est arrivé à Katmandou. Ensuite, on a enchaîné assez rapidement sur un trek dans la vallée du Khumbu. Ça a duré une quinzaine de jours, c'était très sympa, bonne acclimatation, très bonne ambiance. J'ai découvert quelques jeux très sympathiques. On est arrivé donc au camp de base de l'Everest, on était plutôt bien, plutôt en forme. Et ensuite, on a enchaîné ce qu'on appelle les rotations, à travers l'Icefall et puis la montée du Lhotse. On est redescendu. Voilà, on était là fin avril, tout allait bien pour moi et à ce moment-là, malheureusement, je venais d'attraper le fameux Covid, le variant indien. Le variant indien, Delta? Le Delta, tout à fait, excuse-moi, il ne faut pas être discriminant, donc le Delta. Donc, et ça, je ne le savais pas encore, donc je l'ai certainement attrapé fin avril. Et, dans la foulée, on est parti à Nanche Bazar se reposer un peu. Je ne le savais pas, on était en repos par rapport à la rotation. Et Nanche Bazar, on est à 3400. Et là, bah, écoute, j'ai perdu le goût et l'odorat, donc j'ai vite compris que j'ai été frappé par cette maladie. Repos pendant quelques jours, isolement, et puis j'ai pensé qu'on pouvait repartir, continuer. Et malheureusement, en remontant en cas de base à 5004, ma santé s'est vite dégradée. Donc, on va dire qu'en moins de 24 heures, j'étais allongé, je ne pouvais plus bouger. On m'a mis sous oxygène et on a fini par m'évacuer en hélicoptère. Je me suis retrouvé à Katmandou, à l'hôpital, pendant une douzaine de jours en hospitalisation.
Donc ça a été assez particulier, hein. J'avoue que c'est une expérience assez douloureuse, assez compliquée. L'objectif à ce moment-là était de repartir absolument et rapidement et revenir ici. Question d'évacuer tout ça. Et fin mai, je me suis retrouvé ici en France, heureusement, de nouveau en quarantaine. Mais voilà, donc ça a été 2 mois, un mois d'avril assez exceptionnel, riche en rencontres, riche en émotions. Et un mois de mai qui était également exceptionnel, mais dans la difficulté, dans le dur. Et voilà, mais ça ne m'a pas découragé, je suis prêt à repartir. Tu as vécu le yin et le yang de l'expérience. On peut le dire. Ouais. On peut le dire, ouais. Non, c'est difficile, mais bon, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre dans la vie. Merci pour ton pitch, Michel. Un peu long. Du coup, juste en face, non, mais c'est très bien parce que on a cette première couleur et vous êtes partis ensemble, vous êtes retrouvés, vous avez fait le début ensemble. Et Jonathan, comment tu l'as vécu toi? Je rejoins Michel, on est partis ensemble. On avait une très belle équipe, on avait tout pour réussir. Alors malheureusement, le point de rupture sur cette aventure, c'est pas dans l'icefall, c'est pas sur une rupture de corde, c'est ce virus qu'on a contracté au même moment, puisque j'ai reçu les mêmes symptômes. Voilà. Il y a eu une fracture à un moment donné, malheureusement, et c'est là où l'aventure a pris un autre tournant, pour Michel, mais pour moi aussi. Alors j'ai réussi à revenir dans un état normal, dans un état prétendant à l'Everest, mais malheureusement, ça fait partie du jeu d'avoir des abandons, mais celui-ci, il a fait du mal, même pour nous qui sommes restés sur place, puisque c'était pas un abandon classique et c'était vraiment quelque chose qui te tombe dessus, quoi. Voilà, ça nous a foudroyés. Et même nous, en tant que survivants de l'Everest, on l'a mal vécu et on s'est retrouvé une équipe décimée. Donc l'expédition a pris une grosse tournure d'un coup, en quelques jours, et du coup, on a dû tenir comme ça. Donc c'est là où ça a été compliqué de continuer. Grosse remise en question, des gros moments de doute. Moi, ce qui a fait la différence, c'est peut-être aussi, je suis un peu plus jeune, mais ça aurait pu m'attraper. Et bon, j'ai continué et j'ai pas lâché, même si j'avais pas tellement le choix au final. Donc toi, tu as gravi l'Everest cette année. Donc j'ai réussi à gravir l'Everest, première tentative, première réussite. Donc ça, je suis conscient que j'ai aussi de la chance de ce côté-là, puisque la fenêtre météo était pas mauvaise. On l'a quand même payé cher, notre Everest, dans tous les cas. Donc j'ai contracté le Covid, 15 jours après, je tente l'Everest. Déjà, je pars avec des difficultés. On part en plein ouragan indien. On avait de la tempête un peu tous les jours. Donc ça a été assez rude, même au camp 4, coincé à 4 dans une tente de place pendant plus de 24 heures. Ça a été l'enfer, déshydratation, manque de repos, tout simplement. Donc j'ai vécu un Everest difficile, mais je l'ai réussi. Et avec du recul, j'en suis fier de l'avoir vécu comme ça, puisque pour moi, c'est ça la montagne, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Alors voilà, donc je suis très reconnaissant par rapport à ce que je viens de faire, et ça n'enlève rien à Michel qui aurait pu réussir au final l'Everest largement. Une troisième fois. Une troisième fois, franchement. Mais du coup, toi, tu t'es dit, il faudrait quand même que j'arrive à faire un sommet pour lui, donc tu as enchaîné le lendemain avec un autre. Voilà, moi, ça faisait 1 an que j'avais prévu de faire ce doublé Everest-Lhotse, que j'avais gardé pour moi, pour pas mettre cette pression. Et puis, l'idée a été bien vendue auprès de Michel et un autre compatriote. Donc, on était parti pour faire ce doublé à 3. Et puis, au final, on s'est retrouvé à moins que ça. Mais voilà, je me suis dit que le lendemain, j'allais le faire. Donc, j'ai pris cette décision au camp 4 de l'Everest. Donc, une fois que j'avais réussi le sommet de l'Everest, puisqu'avant ça, on ne peut pas trop se prononcer. J'avais pris le pari, le risque de payer ce permis d'ascension. Mais derrière, on ne sait pas vraiment comment on va réagir. Déjà, un 8000, donc, qui est l'Everest. Le lendemain, il faut en refaire un deuxième. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le Lhotse étant un autre sommet à plus de 8000 mètres. Qui est le 4e plus haut sommet du monde, à 8516. Donc, je ne voulais pas me prononcer trop vite. Je ne suis pas du genre à balancer une info. Mais voilà, je me suis dit, je vais attendre, je vais la jouer cool, j'ai les cartes en main, c'est à moi de décider. Le lendemain, je me sentais mieux, je l'ai tenté. Et puis, vu que
Et c'est passé. Et puis vu que Dandy était retourné avec Michel à Katmandou, Dandy étant ton Sherpa, votre Sherpa sur qui est l'expédition. qui est mon guide perso, mais qui Ouais. est le chef d'expédition, dont fait partie Michel et puis tous les autres. J'avais lancé un petit message à Dandy. Écoute, une fois que tu es à Katmandou, tu m'imprimes une petite affiche écrit c'est pour toi Michou, je sais plus la dédicace. Et c'est pour ça que j'avais une petite affiche à 4 au camp 4 de l'Everest et au sommet du Lhotse. Petite D'accord. dédicace à Michou, quoi, à notre Michel qui aurait largement mérité de faire ses 8000 Bien son sûr. niveau. Eh ben écoute, merci. On pourrait mentionner que tu as fait même un 3e 8000 cette année. Tu es Voilà. reparti en J'ai dépassé septembre. Michel du coup. Voilà. Voilà, je suis reparti en septembre. En septembre, et j'ai gravi le Manaslu, qui est le 8e plus haut sommet du monde, à 8163 mètres, toujours au Népal. Et celui-là, je l'ai gravi sans oxygène. Donc, c'est quand même un critère à prendre en compte, même si je ne veux pas le crier sur tous les toits. J'ai fait un 8000, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que le fait de le faire sans oxygène, c'est assez rare. Je crois C'est qu'il y une a difficulté supplémentaire. difficulté supplémentaire Notable. qui pourrait être bien plus risquée, hein. Et je crois qu'il y a à peu près 2% des Himalayistes, donc des gens qui font un 8000, qui le font sans oxygène. Donc je suis rentré dans une petite case, mais ça ne veut pas dire que je continuerai dans cette case-là. C'est que j'ai tenté cette case, ça a marché aussi, première tentative sans oxygène. Donc pareil, voilà, j'en suis très fier parce que c'est passé, mais je reste humble face à ça. Très bien. Merci pour ce pitch mutuel. On sait déjà ce que vous avez vécu cette année. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin et de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti, parce qu'on est dans le sens. Donc, le but, c'est de savoir quel sens vous mettez sur ce que vous avez vécu. On va passer à l'interview suivante qui s'appelle l'interview Toujours Plus. Est-ce que quelqu'un lance le jingle ? 3, 2, 1. Toujours Jingle. Encore. C'est l'expérience. Toujours de tous les plus. Plus. Allez. L'interview toujours plus. L'interview Toujours Plus, messieurs, de quoi il s'agit ? Eh bien, lors de votre ascension de l'Everest, cette année, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a le plus, X ou Y. Alors, on commence avec la première. Où est-ce que vous avez eu le plus froid ? C'est peut-être pas au même endroit. Michel, c'est où est l'endroit où tu as eu le plus froid ? Où tu t'es dit, ouf, là, c'est compliqué. Écoute, à un moment, j'ai eu très très froid. C'était lorsqu'on était en pleine rotation. On avait donc passé l'Icefall, on était au camp 3, au camp 2, pardon, et on a monté le Lhotse, je ne sais pas si tu te souviens. La phase du Lhotse. La phase du Lhotse, toujours en acclimatation, l'objectif était d'aller au camp 3. Et sur la partie finale, aux alentours de 6009, j'ai senti qu'il faisait extrêmement froid. Je pense que j'étais un peu en hypo, moi, en Il y avait hypothermie et en hypoglycémie. J'étais un peu les deux. Je ne me suis pas trop écouté et j'aurais dû m'écouter un peu plus. La descente a été compliquée pour moi, mais ça a été un moment où j'ai eu très très froid. Et j'ai eu également très très froid lorsque j'ai été évacué du camp de base, lorsque j'ai eu le Covid et que je ne pouvais plus vraiment partir par mes propres moyens. Lors de cette évacuation, j'ai eu également très très froid. Donc deux moments. D'accord. Jonathan ? Alors, je rejoins Michel. Moi, j'ai eu très froid au camp 2 pendant la phase de rotation. C'est pas forcément qu'il faisait froid réellement. Parce qu'il fait quoi à cette altitude-là ? Moins 20, moins 30 J'avais moins 40 un petit thermomètre qui disait moins 15 ou moins 20 dans la Ouais. tente. D'accord. Alors, ça, c'est pas la température la plus extrême que j'ai eue, mais c'est là où j'ai eu le plus froid. Bien sûr. Parce qu'en fait, la journée, il fait très chaud. Alors ça étonne beaucoup de gens. Moi, je peux être en t-shirt, short t-shirt au camp de base, puisqu'on est tellement haut, il y a tellement peu de filtres qu'on prend tout de suite le rayon. Une fois qu'on est arrivé au camp 2, enfin avant d'arriver au camp 2, on passe sur un gros plateau qui réverbère énormément toute la journée. Donc on a une impression de brûler au soleil. Donc on est malgré ça, on doit se protéger. Donc on est quand même couvert avec masque, cagoule, capuche. Donc on prend beaucoup de calories, de chaleur la journée, on transpire, et puis le soir, on se refroidit plus vite puisqu'on est un peu humide, Évidemment. on est fatigué, on est vulnérable, on ne mange pas assez pour se redonner un peu des calories. Et donc j'ai eu très froid au camp 2 cette nuit-là, et ouais, moi j'avais quoi, entre moins 15 et moins 20 dans la tente, mais il y avait une humidité en plus aussi qui rajoute une sensation de froid. Donc, c'est pas forcément au sommet où je pense qu'il devait faire moins 35, c'est au camp 2 pendant la première rotation. D'accord. J'enchaîne directement sur la deuxième question. Où est-ce que vous avez eu le plus peur cette année ? Mais si vous voulez faire une référence à un autre sommet, vous pouvez aussi. Hein. Je pense à Michel, dont le sommet s'est arrêté finalement assez tôt cette année. Peut-être que Michel a eu plus peur sur un autre Everest. Tu peux aussi faire un lien avec ça, Michel.
Alors, je sais pas si je devrais le dire, hein, parce que peut-être que j'ai des membres de la famille qui vont regarder, donc c'est toujours un peu gênant de Mais ils de savent que parler. tu fais un truc risqué de toute façon. Oui, mais ils ont pas toujours conscience de tout. Écoute, le moment où j'ai le plus peur, alors c'était pas sur ce troisième Everest, malgré mon Covid, malgré le fait qu'on m'avait mis sous oxygène déjà à 5004, malgré le fait qu'il m'a fallu une demi-heure pour rejoindre, pour faire 150 mètres pour aller À l'hélicoptère. jusqu'à l'hélicoptère. Non, le moment où j'ai le plus peur, c'est lorsque j'ai fait l'Everest la deuxième fois. Alors je dis la deuxième, hein, j'espère qu'il y en aura d'autres, autrement il faudrait que je dise la seconde. Mais écoute, je suis arrivé au sommet, Problème d'oxygène, si je me souviens. c'est très bien passé, oui, oui, tout se passait bien, et au moment de la redescente, j'ai commencé à tituber. Et là, à 8850, quand tu commences à tituber, tu dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. J'avais la sensation de ne plus avoir le contrôle. Ça n'a pas duré longtemps. On a changé assez rapidement la bouteille d'oxygène. Et moi, j'ai une tendance, quand j'arrive comme ça au sommet, hein, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais on a tendance un peu à couper l'oxygène. On n'a pas vraiment besoin. Tant que tu n'es pas en mouvement, finalement, on peut respirer. Ça ne pose pas de difficulté. Mais peut-être qu'on ne se rend pas compte que justement en coupant l'oxygène, on finit peut-être par perdre quelque chose, un apport qui est important pour le corps. Et moi, à ce moment-là, les quelques pas de la redescente, vraiment, je me suis senti très mal. Et là, je me suis dit, si tu arrives ça à 8850, t'es pas prêt d'arriver en bas. Frayeur. Ouais, grosse frayeur. Et surtout que les Sherpas avaient commencé à partir. Donc, C'était pas le moment c'était pas le moment de se retrouver. Et niaiser. j'étais tout seul à ce moment-là. D'accord. Il n'y avait plus personne. D'autres groupes arrivaient. On était le premier groupe à être arrivé au sommet. Et d'autres groupes arrivaient, mais ils étaient un tout petit peu plus bas. Là, j'ai eu peur, oui. Jonathan. C'est une vraie peur. Ah oui, c'est clair. Alors, j'évite d'avoir peur en montagne. De une, parce que si on a peur en montagne, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Donc, moi, je suis professionnel du ski en Savoie. Je me dois de ne pas aller au-delà de la limite. Donc, j'évite d'avoir peur. Mais malheureusement, des fois, on se fait un peu peur. Surtout dans ces circonstances qui sont extrêmes de toute Là, façon. on est dans des circonstances extrêmes. Nous, en France, on a encore des altitudes plus ou moins raisonnables, mais il peut se passer tellement de choses si on n'anticipe pas certaines choses. Sur l'Everest, j'ai eu, on va dire, deux moments où j'étais pas dans cette zone de confort, justement. J'étais dans une zone d'interrogation et donc de peur. La première, je reviens au Covid, cette peur-là, peut-être ça a été ma plus grosse peur, c'était pas forcément physique ou lié à une corde ou une crevasse. J'avais peur de me faire dégager du camp de base parce que je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Moi, je savais que j'avais eu le Covid, je le savais. Je savais que l'équipe l'avait eu. Mais en fait, c'était tellement mal vu d'avoir le Covid que je me suis dit, on va venir nous chercher avec les menottes limite, et puis l'armée va nous dégager. Donc ça a été une grosse peur et on est devenu un petit peu fou par rapport à ça. Peut-être. On est devenu parano complètement. On a pensé à des stratégies pour éviter d'être au camp de base au moment où si jamais ils viennent évacuer le camp de base. Donc on est devenu un petit peu parano parce qu'on a eu peur. Et cette peur-là, elle vient des médias qu'on lit, on est victime des médias en France de tout ça. Donc ça nous est répercuté tout de suite sur le camp de base de l'Everest. Ça, c'est ma première peur et je pense que ça a été ma plus grosse. La deuxième, c'est une peur, je pense, liée à ma passion sur l'Everest. C'est que je connais un peu l'histoire de l'Everest et je sais ce qui se passe plus ou moins sur cette montagne. Je sais que le camp 4, c'est pas un endroit pour l'être humain. Et c'est ce que j'ai précisé quand j'ai écrit un message GPS localisé. J'ai envoyé, c'est pas un endroit pour l'être humain. Et quand on nous a appris finalement qu'on devait rester plus de temps que prévu, au lieu de rester 4-5 heures, on a dû faire une trentaine d'heures. Je savais qu'une nuit à cette altitude-là pouvait être fatale, même sous oxygène. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont passé à cause d'une nuit à cette altitude-là. Et c'est ce que je craignais un petit peu, naïvement, hein, puisqu'il n'y avait pas de raison, j'étais en forme, l'oxygène, j'en avais un petit peu pour la nuit, j'avais pas de souci. Le camp 4, il est en dessous de 8000 ? Il est à 8000 mètres d'altitude. D'accord. Ouais, 7950, donc 8000. Mais donc je craignais en fait cette nuit-là. Et en fait, c'est bizarre, mais le lendemain, quand on se réveille, on se tape un peu partout pour être sûr que tout va bien. Que tout va bien. Que tu n'as pas perdu un membre ou un doigt. Alors ça, à la limite, c'est pas vraiment une peur. Ça fait
partie du jeu, malheureusement, une engelure, une gelure ou pire. Mais je craignais surtout de ne pas me réveiller, en fait. Alors, encore une fois, je suis peut-être naïf de penser ça là, mais voilà, il faut quand même être conscient que ce qu'on fait, c'est pas non plus donné Une à tout le promenade de monde, et c'est santé. pas, voilà, il faut respecter le danger. Alors, rien de naïf, hein, si je peux rajouter quelque chose. En effet, la première nuit que l'on passe à 8000, on a peur. On C'est a normal. peur de ne pas se réveiller. Et ben voilà. Voilà. Donc, Donc cette peur-là, elle est- ça fait partie de l'inconnu. Hein. On a comme ça pour la. on n'est pas nombreux sur Terre à avoir dormi à 8000. Donc, on sait pas, même avec de l'oxygène, ce qui va nous arriver. Voilà, on entend tellement de choses. C'est vrai que il y a un côté imaginaire. Et malheureusement, on se dit, est-ce que je vais quand même essayer de dormir alors que je ne suis pas certain de me réveiller le lendemain? C'est vrai que Non. ça, c'est une appréhension. Donc la peur, c'est une petite alerte qu'il faut Ouais. quand même prendre en compte, puisque c'est quelque chose qu'on ne maîtrise plus et qu'il faut, voilà, faut apprendre à être réactif. Et en fait, Alerte. Et alerte. il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'on est en train de dormir avec un peu d'oxygène. Il faut faire confiance à tout ce dispositif et se dire que finalement, on va se réveiller le lendemain, il n'y a pas de souci. Parce que paradoxalement, on arrive à dormir. On peut dormir à ces altitudes-là. Oui, bah, de toute façon, si tu peux t'endormir et ne pas te réveiller, ça passe par s'endormir. Hein. On passe à la suivante. À quel moment vous avez été le plus fatigué, le plus comme ça sollicité? Vous vous êtes dit, waouh, là j'ai puisé très très profond. Essayons de faire les choses un tout petit peu plus brèves pour Alors moi, pouvoir. Alors moi, Aller ça va plus être, loin dans non, cette alors moi, interview. ça va être super bref. Les Ouais. 2 fois où j'ai été le plus fatigué, c'est à chaque fois au retour du sommet. La descente, pour moi, c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai tout donné pour monter, tant sur le plan physique que sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Et franchement, tu as un tel relâchement. Et souvent, en plus, tu n'as plus vraiment d'oxygène. Hein. Moi, les 2 fois, j'ai manqué d'oxygène pour redescendre. Donc, tu descends sans vraiment d'oxygène. Et là, sincèrement, c'est compliqué, c'est Ouais. dur. C'est très, très dur. Et ça dure longtemps. Il faut savoir qu'un aller-retour sur un summit de push, c'est 24 heures. Hein. 24 heures d'effort en continu. 24 heures d'effort où tu ne dors pas, où tu ne manges quasiment pas et tu bois quasiment pas. L'oxygène t'épuise. L'oxygène t'aide, mais je veux dire, épuise ton eau. Et Ta donc, sèche. ta sèche, exactement. Excuse-moi, je cherchais le terme. Et voilà. Donc, je vais faire bref. À chaque fois, les 2 descentes. D'accord. Et Jonathan. je vais être bref. La même chose. Exactement la même chose. Les descentes, c'est là où il y a le plus d'accidents. Donc c'est là où on est le plus à zéro. On meurt pas à la montée, on meurt à la descente. On meurt à la descente. Mais je crois que c'est un épuisement émotionnel. Il y a de ça. Bah, vous passez au sommet moins d'une demi-heure, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, c'est ça? Alors, Très variable. alors, C'est variable Si tu veux, je vais moi être un peu moins bref. En moyenne, c'est ça, un quart d'heure, 20 minutes, si tout va bien, certains une demi-heure. J'ai eu la chance de rester 2h10 au sommet de l'Everest. Pourquoi? Puisque j'avais un stock d'oxygène dans la bouteille, j'avais mis 8 heures au lieu de 12 heures en moyenne pour monter. Donc c'est-à-dire que j'avais consommé sur moins longtemps. Et au sommet, j'avais pas de vent, il faisait beau, je me sentais super bien. Donc je savais que je pouvais rester. Et le temps passe très très vite. Bah, quand tu as ce paysage que personne d'autre ne peut voir à part dans un avion, Et voilà. j'imagine que tu dois ne pas t'en lasser. Donc je m'en lasse pas et je profite à fond. Mais au bout d'un moment, j'ai supplié Dendy, de dire, mon guide, de dire voilà, il faut partir. Le corps meurt et là-haut, c'est insupportable de rester aussi longtemps. Donc j'en ai bien profité, mais à un moment donné, il fallait dire stop, on se casse. À quel moment vous avez trouvé le temps le plus long? C'est pas tout à fait pareil que les questions précédentes. Le camp de base. C'est toujours les phases d'attente. Les phases d'attente Ouais, qui ouais. sont longues. C'est-à-dire Hein. après avoir semaines. fait toute la période d'acclimatation, les rotations, donc toute la préparation physique qui te permettent finalement d'avoir optimisé, t'es au maximum de tes capacités. À ce moment-là, ton corps commence à se dégrader, mais tu es dans cette phase d'attente de la fenêtre météo qui te permet d'aller au sommet. Hein, le sommet cette phase, ça va durer plusieurs jours pour aller au sommet, d'accord? Et donc, il y a toujours cette phase d'attente. Et cette phase d'attente, elle est plus ou moins longue. Et moi, je sais que les 2 fois, que ce soit en 2014 ou en 2018, ça a été l'enfer. Alors, beaucoup plus en 2014, où j'ai attendu encore plus longtemps. Je crois que j'ai attendu 12 jours. Et 12 jours au camp de base à attendre alors que T'es prêt? t'es prêt. Ouais. C'est super long. Il faut apprendre à attendre, et c'est pas évident, surtout dans notre société où on est toujours actif, on est toujours en train de faire quelque chose, on a toujours la possibilité de faire quelque chose. Oui, puis à savoir, on est dans une tente au milieu de nulle part avec zéro courant, zéro électricité, zéro connexion. Donc le challenge est un peu plus difficile. 12 jours dans une maison en France,
Normalement, même si on est dans un petit appart de 20 mètres carrés, on a un toit, on a un chauffage, on a un lit, on a une douche. Là, on est 12 jours au milieu de nulle part et il y a une difficulté en plus à prendre en compte. C'est pas pareil que 2 mois et demi de confinement dans son canapé. Non, c'est pas pareil. 12 jours, ça paraît presque plus long. Même si ça peut être un supplice pour certains. Hein. Je suis pas en train de. Non, mais ça l'est, Faut ça l'est relativiser. également. Mais je veux dire, Faut relativiser. Voilà. on est d'accord que ces phases-là sont C'est terriblement long, longues. c'est long. Non, mais On se sent prêt, mais on n'a pas le droit d'y aller. Et on peut vite s'imaginer ce que c'est et surtout d'être dépendant en fait de la météo. on est Totalement. pendu à la de météo. Dieu. Hein. Enfin, je sais pas si ceux qui y croient ou ceux qui n'y croient pas, mais c'est quelque chose qui est complètement impalpable. On ne peut pas gérer ça nous-mêmes. Le nuage, l'éclaircie, le vent, je veux dire, bon, celui qui maîtrise ça, qu'il vienne en tant qu'invité de mon podcast, je serais heureux de le recevoir. Dernière question de cette interview. À quel moment vous vous êtes le plus dit « Mais pourquoi je fais ça, en fait ?» Ça doit arriver. Est-ce que c'est pendant ces moments d'attente très longues? Est-ce que c'est dans les moments de redescendre du sommet où tu dis « Mais attends, oui, ok, j'y suis allé, mais là, je suis en train de redescendre. C'est un supplice. Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites ça? Tu veux que je commence, Michel? Je t'en prie. Allez, Jonathan. Jamais. Il n'y a pas un moment où je tu me t'es suis- dit ça. jamais j'ai regretté, jamais je me suis posé la question. Et je vais te dire, là on parle de l'Everest, donc c'est les 2 mois, mais il ne faut pas oublier les années de préparation ou les mois de préparation avant, Bien sûr. où là déjà on est déjà parti pour l'Everest. Ouais. On a déjà chaussé les crampons, plus ou moins. Même à ce moment-là, jamais j'ai regretté, même dans la pire douleur, même les doigts gelés, même le coup de crampon dans le mollet, jamais j'ai regretté cette expédition, que ce soit sur la prépa, sur l'expédition en elle-même ou sur ce qui en est arrivé derrière, puisque derrière, il faut comprendre que c'est pas facile à gérer aussi, un retour à la réalité. Jamais on peut regretter une chose comme ça. En tout cas, si on regrette, c'est qu'on n'avait rien à faire là-bas. C'est qu'on court pas après le bon lièvre, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin de vie. Exactement, C'est c'est ça. qu'on vise un peu trop l'orgueil plutôt que la passion de la montagne en elle-même. Michel? Alors moi, je mets un petit bémol. Ouais. Mais vous êtes des êtres très différents, vous avez le droit d'avoir non, des avis mais divergents. Déjà, il est jeune. Hein. Je suis beaucoup plus âgé que lui. Hein. J'ai quand même 2 fois son âge. Non, Mais non, alors pour moi, globalement, je ne regrette jamais. Mais je t'avoue que quand tu n'es pas bien, et là, j'ai vraiment pas été bien. C'était pas la première fois que ça m'arrivait d'être malade en cours d'expédition. Ça peut m'arriver. J'ai une santé un peu fragile, malheureusement. Mais je t'avoue qu'en attendant d'être évacué, tu as des pensées un petit peu négatives. C'est pourtant pas ce qui nous caractérise, hein, parce que si on est là-bas, c'est qu'on est en principe plutôt des gens optimistes. Des qui gens armés aimons- mentalement. Oui, et puis qui aimons l'effort. On aime ça, hein, je veux dire. On sait trouver du plaisir dans l'effort, en fait. Donc là, je t'avoue que le jour de l'évacuation, les jours qu'on suivit, je me suis demandé ce que je faisais, pourquoi j'étais là. mais J'ai- ça, j'ai ça, c'est normal. Mais je pense que c'est normal. Ça, Voilà. c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, à la différence de C'est moi, pas lié à la montagne. tu as été dans la réussite, donc du coup, t'as pas. Mais quand tu as un gros coup de mou et un gros coup de mou où Bien sûr. malheureusement ça met un terme à ton expédition, tu te poses quand même quelques questions. Mais en fait, le fait de se poser des questions, en soi, c'est pas gênant. En effet, tu as envie, tu te dis bon, qu'est-ce que je fous là, j'ai rien à faire là. Mais en fait, finalement, je me rends compte que tu rebondis, hein, tout simplement. Donc assez rapidement, dans les 2-3 semaines qu'on suivit, 4 semaines qu'on suivit, le désir a repris le dessus et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Mais justement, c'est fabuleux votre réponse, parce que ça me donne l'opportunité d'aller sur la courte interview suivante qui s'appelle Interview Mazo. C'est parti, jingle. Mais pourquoi on fait tout ça? Bah parce qu'on kiffe. Enfin, j'ai froid, j'en peux plus, quoi. Ouais, bah c'est le kiff. Tu sais quand même qu'on peut mourir, là, hein. Bah ouais, c'est le kiff. T'es complètement maso, hein. Interview Mazo, de quoi il s'agit? Je vais vous expliquer, mais pendant le jingle, Jonathan, tu m'as parlé d'un truc? Bah oui, Pierre Mazot, je sais pas si tu connais, premier Non. Français sur l'Everest, qui a fini ministre. Donc il y a un super lien là. C'est fabuleux. Comment ça s'écrit, Pierre Mazo, tu sais? Mazeaud. D'accord, ok. Pas comme mon interview. Pas Mazo, non. Ok, mais comme quoi, tu vois, c'est la synchronicité peut-être, ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai nommé cette interview comme ça parce que ce qui me frappe le plus chez vous, c'est que vous avez vécu des expériences que la plupart d'entre nous,
les moldus de la montagne n'oseraient même pas tenter sur une vie entière. Vous le faites plusieurs fois dans la même année parfois. Jonathan, toi, tu as gravi l'Everest, ensuite tu as fait le Lhotse, et puis ensuite tu as fait le Manaslu dans la même année. Michel, toi, tu as monté déjà 4 des 7 sommets les plus hauts de chaque continent, et je dis pas du monde, hein, tu t'auras remarqué, dont 2 fois l'Everest, et puis tu as failli y passer plusieurs fois, des frayeurs quasiment une fois sur 2, hein, en statistique. J'ai l'impression. Je suis un peu un cumulard en la matière. Et finalement, ce qu'on entend dans le discours, c'est Jonathan, tu planifies déjà l'Everest 2022 et tous les autres sommets qui vont en découler, etc. Michel, quelques mois après t'être remis à peine la capacité pulmonaire retrouvée, je retournerai à l'Everest l'année prochaine. Je crois que je m'exprimais comme ça, oui. Oui, oui. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en haut là-bas pour que ça fasse autant de sens pour vous d'y aller aussi souvent que possible? Il y a de la passion. Premier mot, à toi Michel. Moi, c'est l'émotion. Ouais. C'est les émotions que me procure ce genre d'expédition, en fait. Donc ça veut dire que l'émotion prend le pas sur tout ce qu'on vient d'exprimer. Toute la évidemment. difficulté, le froid, tout ce qui fait on a peur, des etc. sentiments pour ces sommets. Si on fait l'Everest, alors, ok, c'est le plus haut sommet du monde. Ça aurait été le 10e. Pour moi, c'était pareil, puisque j'ai une attirance pour ce sommet et pour d'autres aussi. Donc quand quelqu'un nous plaît, en général, on va vers cette personne-là. Mais c'est-à-dire que tu personnifies quand même de la pierre. Hein. J'ai l'impression que j'ai donné une carte d'identité à ce sommet. C'est fabuleux. Il a une identité pour moi et il a sa présence dans ma vie maintenant. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans ma vie, avec beaucoup d'intérêt, de passion et de l'émotion. Moi, j'ai pleuré, mais un jour sur 2. C'est incroyable ce qu'on vit là-bas. D'accord, Michel, ouais, donc c'est ton mot, c'est l'émotion, c'est la même chose, ça, vous le partagez? Alors, oui, moi c'est clair, c'est l'émotion. Hein. Ça transcende. C'est un sommet qui te remplit, et c'est un sommet qui remplit ta vie. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est en moi, et tant que j'aurai ça en moi, j'aurai envie d'y retourner, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler, on parle d'émotion, mais est-ce qu'on peut parler d'addiction à cette émotion ressentie, un peu comme un drogué qui serait obligé de revenir à sa substance favorite? Est-ce qu'on peut comparer ça? Parce que finalement, on se retrouve au-dessus de 8000, moins d'oxygène. Parfois, on peut faire des œdèmes cérébraux, les gens perdent la tête. Est-ce qu'on est dans des situations comme ça, un peu euphorisantes, ou qu'on a envie de retrouver? Voilà, c'est euphorisant, mais c'est tellement beau. Il y a un côté addictif à cause de cette beauté-là, de l'effort, mais parce qu'il y a un résultat. Il y a un effort, mais il est concret, puisqu'on a un résultat, c'est cette beauté, qu'on aille au sommet ou pas, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà, pour moi, c'est tellement euphorisant, c'est une ambiance euphorisante avec toute cette récompense que ça en devient addictif, en fait. Ouais. On peut parler de ça, donc tu es d'accord, c'est quelque chose qui te rend addict. Je suis d'accord, alors c'est compliqué, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Ouais. J'ai du mal à... Michel? Moi, ça rejoint finalement le titre de ton émission, hein, ça donne du sens. Ouais. Voilà, dans la vie, il faut trouver les choses qui donnent du sens à notre vie. Et me rendre dans ces expéditions et éventuellement gravir l'Everest, ça fait partie de ces choses qui donnent un sens à ma vie. D'accord. Donc je cherche pas à plus analyser. Je sais que quand on y va et quand on revient, on n'est pas le même. Non. Et pour autant, c'est pas parce qu'on y était une fois qu'on n'a pas envie d'y retourner. Donc voilà, à chacun, comme on dit souvent à l'expression, à chacun son Everest. Nous, notre Everest, c'est au sens figuré et au sens propre du terme. Et ça nous plaît d'y aller. Je t'en avais parlé avant que tu m'en parles, d'y retourner. Si tu te souviens, oui, tout à fait. On s'était appelé et moi j'avais dit j'y retournerai. Alors moi, tu veux savoir, je suis rentré du sommet de l'Everest et du Lhotse. Je veux bien savoir. Oui. Je suis arrivé au camp de base après ces 2 sommets le 25 mai. J'ai dit, mais j'y retourne la semaine prochaine. Et quand Michel m'a parlé d'y retourner, j'ai dit, en fait, c'est cool, j'ai trouvé un copain. En fait, c'est le même qu'avant. Donc, je suis... Tant que Michel, comme on a dit tout à l'heure, tant que tu y vas, j'y vais. Tant que j'y vais, tu y vas. C'est beau, c'est beau. J'ai une dernière question dans cette interview, Mazo, parce que moi, ça me fascine de voir à quel point on peut prendre du plaisir à se faire du mal. On peut le voir comme ça. Vous le voyez forcément différemment, et on l'a bien compris, hein, ce que ça vous procurait. Mais c'est vrai que ce sont des douleurs extrêmes, ce sont des sentiments négatifs et des sentiments positifs. Moi, je me dirais, waouh, il y a quand même une forme de masochisme. Tu veux rebondir, Michel? Oui, je veux rebondir. En fait, quand tu es sportif, et je pense que toi aussi, moi j'ai fait du judo pendant une vingtaine d'années, on est quand même parfois dans la souffrance. Hein. Oui, c'est tout à fait même juste. qu'on est souvent dans la souffrance. Hein.
Alors, on apprécie notre sport, mais finalement, l'entraînement, les randonnées, les combats, il y a quand même il y a un côté très maso. Ouais. Donc, c'est simplement trouver du plaisir là-dedans. Et on a du plaisir au quotidien là-dedans, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Oui, mais, parce qu'on connaît le potentiel résultat. Donc, est-ce que ça veut dire que dans la vie en général, vous avez d'autres addictions? Est-ce que c'est une tendance aussi à faire les choses à fond jusqu'à se faire du mal pour atteindre un objectif Quand au-delà ça nous plaît, de l'Everest bien sûr. Bah, ou quand de la tu fais des montagne? études supérieures pendant des années et que tu révises toute la nuit et que Ouais. tu passes des examens, c'est hyper stressant, hyper... voilà, oui, bien sûr, évidemment. Tant que ça te plaît, moi, je me saignerais. C'est juste, c'est une capacité à être jusqu'au boutiste dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous le Ouais, faites sérieusement, vous ouais. allez au bout, même s'il y a Sortir de la douleur. zone de confort dès que possible, bien sûr. Ok. Vous encouragez tous nos auditeurs à faire de même. Bah, évidemment. À trouver Monter leur... l'Everest non, mais Alors, à non, mais chacun son trouver- Everest. À trouver Voilà. leur Il faut Everest, rester dans son- celui-là, c'est on serait ravis de les voir. Hein. On est quand même pas mal de Français à repartir là, a priori l'année prochaine, qui viennent nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais autrement, il y a d'autres Everest. On peut, voilà, ça peut être dans un cadre associatif. Voilà, c'est donner à fond dans un objectif et puis d'en éprouver du plaisir, des émotions. C'est ça qui est important. Il n'y a pas que ça dans notre vie. Hein. Je crois que Non. voilà, Mais c'est ça, partie, c'est une c'est belle partie partie. des données qui sont importantes. Mais voilà. J'en déduis que le sens ultime de votre vie, c'est d'avoir trouvé votre Everest et de continuer à le faire exister. Voilà. Et d'encourager les gens autour de vous à trouver le leur et à ce qu'ils fassent de même. C'est juste? Exactement. Maintenir la flamme. J'adore votre réponse. Magnifique, on a terminé cette interview. On va terminer cet épisode par quelque chose qui va vous plaire. Vous allez voir, c'est léger, c'est sympa, on va rigoler. C'est le quiz final. Qui m'annonce quiz final? Jingle. Jonathan, Michel, Quiz Quiz final. final. c'est parti. Quand vient la fin de l'épisode, c'est le quiz final. Le quiz final. C'est parti, le quiz final. Après ce magnifique jingle que vous avez entendu, eh bien, je vais vous poser quelques questions. Le but est de confronter vos réponses et de voir si vous avez la même spontanéité par rapport à mes questions. Alors c'est parti. On va voir si, Jonathan, tu connais bien Michel. Quels sont les 4 sommets, parmi les 7 summits, parmi les 7 sommets les plus hauts de chaque continent, que Michel a gravi? Tu les connais? Non, pas la Concagua. C'est la Concagua. Kilimanjaro. Denali, non, parce que tu veux y aller. L'Elbrus. Et... T'en as 4. Voilà, Et l'Everest, t'as fait 5? Et l'Everest, Non, voilà. 4. Ça fait 4, 4 sur 7. Il manque donc le Denali ou Le Vinson et puis la pyramide de Karsten. le Denali qu'on appelle aussi McKinley. non McKinley. c'est McKinley. ça. Voilà, anciennement McKinley. Le Vinson qui est en Antarctique, Oui. que tu as essayé, mais malheureusement tu as un peu privé du sommet. C'est une autre histoire, un autre épisode. Ouais, c'est malheureusement voilà. Et la pyramide de Karstens qui s'appelle différemment aussi, Le Puncak Jaya qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. en Indonésie donc. C'est ça, s'il me semble. En fait, ça fait partie de l'Indonésie pour la partie Océanie. D'accord. Parce que l'Indonésie se situe en Asie et en Océanie et on est dans la partie Océanie donc. Très bien. Michel, une question pour toi au sujet de Jonathan. J'ai eu cette question qui m'est venue comme ça. Hein. Michel, est-ce que tu peux me citer la marque de vêtements qui a été un des sponsors de l'ascension de l'Everest de Jonathan cette année? Bien sûr, c'est un prénom, c'est Jules. Excellent. Merci. Sans Je problème. m'appais Jules sur toute l'expédition. Tout le Y a monde pas de pensait que c'était souci. mon prénom. C'est pas vrai. En fait, comme j'étais derrière lui, je ne voyais que ça. Donc, Merci. mais j'étais Jules. pas suffisamment loin pour ne pas le voir. Donc Excellent. c'est bon. C'est comme au Club Med, t'as ton badge en fait, avec ton Exactement. prénom dessus, sauf que malheureusement ça c'est y un est. prénom d'emprunt. Juste pour le dire, mes sponsors, ils sont vraiment présents, ils sont humains et chacun était vraiment important. Et puis Jules, on en parle, mais ça a été un très beau sponsor, très humain. C'est une belle famille, donc merci à mes sponsors. Mais oui, tu vois, je fais une petite référence. Voilà, Alors moi, mon sponsor, il est génial. Il est s'appelle super Michou. sympa. Voilà, donc. Il faut savoir que Jonathan est plus jeune, donc évidemment, il a peut-être pas pu accumuler une carrière comme Michel, mais Michel est notaire. Et Michel a gagné sa vie pour aussi peut-être voilà, atteindre ça- ses objectifs dans une Évidemment. deuxième partie de vie, ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc tu convertis l'essai après une belle carrière réussie dans le notariat, c'est juste. Oui, on peut le dire. Voilà. Jonathan, toi, tu as une carrière de sponsoring à faire. Et puis Et d'ascension. j'ai encore le temps derrière moi. Mais c'est clair, c'est clair. Donc Michel est sponsorisé par lui-même. Donc tu veux remercier un des sponsors? Je me remercie tous les jours. Fabuleux. Question numéro 3. Qui est parmi vous le plus endurant? Jonathan, tu dirais qui?
T'as le droit de dire toi. Je Bah, pense ça- il faut qu'on se teste un peu sur tous les paliers. Non, sans aucun doute, c'est Jonathan Non. qui est bien plus endurant que moi, c'est clair. Mais Mais Michel, je suis pas mal quand même. Michel, c'est une force Michel est une force de la nature. Je suis quand même pas mal, À mais 54, je suis ouais. derrière lui, il n'y a pas de Non, problème. Question numéro 4. Quel est le point que vous avez le plus en commun dans la montagne? Là où vous vous retrouvez le plus? Au final, je pense qu'il y a l'émotion, donc ça veut dire cette passion autour de la montagne en général. Ça, c'est le socle qui fait que vous entendez bien et Je puis que pense vous avez envie de que et puis repartir il y a un ensemble. respect mutuel. Ouais, je crois. Il y a, je il y a crois ce- qu'on il y a cette vague de respect qui entraîne la passion, l'entraînement, le côté sérieux, je pense. Ouais, Michel, tu partages? Ouais, on a le même moteur. On est assez sérieux et assez rigoureux. On se comprend vite, ouais. Vite et bien. Mais là, ça fait beaucoup de choses. Donc, une chose, Ouais, ce serait mais, le partage de cette Alors passion. on peut dire le respect de soi et des autres et de la montagne. Et ça inclut tout le reste. D'accord, merci. J'ai une question de culture générale, plutôt dédiée au monde de la C'est montagne. pour toi, Michel. Attention, ne répondez pas tous en même temps. Quel âge aurait aujourd'hui Tenzing Norgay, qui est le premier homme à avoir gravi l'Everest avec Edmond Hillary en 53? Quel âge il aurait? Est-ce qu'il aurait 100 ans? Est-ce qu'il aurait 107 ans? Est-ce qu'il aurait 109 ans aujourd'hui? 107. Michel, tu dis quoi? Je vais dire pareil, 107. Bravo, il aurait 107 Ouais. ans, absolument. Excellente réponse. Tu lis beaucoup? Je lis pas beaucoup, mais je connais pas mal l'histoire. Après, je connais pas leur date de naissance exacte, mais je sais qu'Edmond Hillary est mort en 2011, quelque chose comme ça. Et Tenzing est mort un peu avant. C'est juste. Question numéro 6. Jonathan, combien d'Everest Michel va gravir en tout et va-t-il faire les 7 sommets du monde? Les 7 sommets, il est largement capable de les faire. En tout, l'Everest, je sais pas. Je pense qu'il peut aller à 4. Tu penses qu'il peut aller à Je 4? pense qu'il peut aller à 4. Très bien. Et Michel, combien de 8000 mètres Jonathan va monter dans sa vie? Et est-ce qu'il va faire, lui, les 7 sommets? Alors moi, j'ai pas de doute qu'il fera les 14 8000. Ah oui. Pour moi, c'est clair. Ah bon? Je ne sais pas s'il fera les 7 Summits. C'est un petit objectif pour lui, mais les 14 8000, j'ai aucun doute. Et l'Everest, alors, combien de fois? Bah, Il y a un challenge en tête Je deux, en sais vrai. pas, il ambitionne de vouloir en faire quelques-uns, donc on verra. Non, on va pas donner de chiffres, on verra. Voilà. Parce qu'une fois qu'on donne un chiffre, on est obligé de le faire. Voilà. Puis D'accord, après, c'est bien. voilà. Mais Non. tirez-vous la bourre, les gars, pour Non. les records? Non, je pense que déjà, c'est un investissement personnel, financier, logistique, tout ça. Donc, il faut aussi être raisonnable. Mais tant qu'on a envie, tant qu'on peut, il faut y aller. Donc, si j'ai envie de faire 2-3 fois l'Everest, je le ferai 2-3 fois. Et puis un jour, j'aurai plus cette flamme envers l'Everest, ça sera vers un autre sommet ou autre chose, totalement autre chose. Donc, tant que j'ai une flamme envers de la montagne, j'irai. Donc, J'irai où tu iras, mon pays sera toi, qu'importe la place. Qu'importe l'endroit. Et je te rappelle que notre moteur, c'est l'émotion. Mais oui, voilà. Donc en Quand il y fait, a ça plus ne se d'émotion. quantifie pas. c'est Mais, une excellente conclusion. On a assez d'amour pour le faire 3-4 fois. Pour l'instant, oui. L'un pour l'autre, c'est beau ce que vous dites. Quoi qu'il en soit, moi, messieurs, je voudrais vous remercier pour cette interview et puis vous témoigner publiquement devant 2 caméras et 3 micros toute mon admiration. J'adore ce que vous faites et je vous suis à chaque fois que vous partez, etc. Je vibre pour vous. Je ne serais pas capable de faire ce que vous faites et j'ai beaucoup de respect pour ça. Je te rappelle qu'on doit faire le Mont Blanc. Oui, déjà, ce serait une première belle étape. On l'a loupé ensemble en 2015. Oui, c'était en 2015. Alors, louper, c'est un grand mot. Moi, je l'ai loupé, pas toi. Non, Tu l'as eu. Mais quoi qu'il en soit, merci à vous et à très bientôt dans le sens, peut-être pour faire le débrief de toutes vos ascensions de 2022. Ouais. Eh bien, écoute, merci à toi et que chacun trouve un sens à sa vie. Merci Je Michel. rejoins Michel. Merci Vincent. À toutes, à bientôt dans le sens. Merci, Merci. Vince. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à suivre le sens sur Instagram, le.sens.media. Et puis vous savez que vous pouvez accéder à tous les épisodes en version audio sur toutes les plateformes de streaming et en version vidéo sur YouTube. Sens. Et oui, il va falloir que je rallonge ce jingle de fin parce que j'ai envie encore de vous parler et de vous dire que si vous êtes réveillé ce matin, c'est que jusque-là, vous alliez dans le bon sens. Allez, à bientôt.